Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Smile Wanted, avec pour partenaires médias CB News et Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Et cette semaine, notre thème est le suivant: l'inflation des salaires dans la publicité digitale, est-ce bien raisonnable ? Selon une étude de Korn Ferry en 2019, l'augmentation des salaires au niveau mondial était de 1%. Et encore, après avoir gommé l'effet de l'inflation sur le coût de la vie, la hausse réelle des rémunérations au niveau international serait seulement de 0,5%. Et dans le même temps, selon plusieurs études, la fonction data scientist, fonction star dans le monde de la publicité et du marketing, a vu une augmentation de salaire de l'ordre de plus 50% en 5 ans. Cet écart d'augmentation entre la moyenne des salariés et certaines fonctions marketing, commerciales et scientifiques dans l'industrie publicitaire est-elle justifiée ? Quelles sont les fonctions les plus en tension ? Existe-t-il des alternatives au salaire pour fidéliser les collaborateurs dans le monde du marketing et de la publicité ? Pour en discuter, Iman Benaoun de Aravati Unlimited On Demand, Isabelle Rouen de Colibri Talent, Laurence Stoller, consultant indépendant, Olivier Mazeron de Sutter Mills. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society saison 2 pour parler d'un sujet qui intéresse tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs, à savoir les salaires, et notamment une question qui peut paraître provocatrice, mais qui ne l'est pas, puisqu'on le verra à travers un certain nombre de chiffres assez édifiants, que la question peut se poser, en effet, l'inflation des salaires dans la publicité digitale, est-ce bien raisonnable ? Pour commencer, une première question, et mesdames qui représentez des cabinets de recrutement, que je vous laisserai également présenter par vous-même. Première question, quels sont les métiers du digital les plus en tension en termes d'inflation des salaires ? Ensuite, messieurs, vous répondrez en fonction de vos expériences vécues. Isabelle. Merci, bonjour à tous. De ce que je vois, moi, Colibri Talent est un cabinet qui est très orienté tech et ad tech. Le premier métier en tension, ça va être celui de data scientist, qui a pris quasiment 50% en 5 ans d'inflation salariale. D'autres postes peuvent être liés à tout ce qui est e-commerce, social media et aussi chef de projet. Une étude de Rob et Ralph qui sort régulièrement montre que ces 4-5 postes-là sont vraiment ceux sur lesquels on voit une inflation qui est importante et qui a 2 chiffres. Merci Isabelle. Iman ? Alors, il y a un métier qu'il ne faut pas oublier qui est en tension, ce sont les développeurs. Donc les développeurs, tous les profils qui sont capables de coder dans le digital et notamment sur les métiers de l'Internet sont absolument impossibles à recruter. Donc là, la tension sur les salaires, elle est énorme. Après, bien sûr, il y a les métiers de la data, le data scientist, mais tous les autres métiers de la data et de la web analyse et de la mesure de conversion, etc. Donc là, on est vraiment dans des difficultés fortes en recrutement. Donc les salaires, ça devient un petit peu déraisonnable, comme tu le disais. Mais il y a aussi les métiers de l'UX et tous les profils, user experience. Ouais, de l'user experience et les gens qui sont capables de manager du produit, les product owners, les product managers, etc. Où là, on a des métiers qui sont complexes avec des doubles compétences attendues, métiers et techniques. Et là, honnêtement, c'est aussi très complexe. Merci Iman. Laurence, sur la base de ce que tu as vécu parmi les différentes sociétés avec lesquelles tu as collaboré, c'est quoi ta vision sur les tensions en termes d'inflation de salaire sur certains métiers ? En fait, c'est une affaire de spécialiste. Plus vous êtes spécialiste dans votre domaine, plus vous apportez une valeur ajoutée, et c'est ce que recherchent les annonceurs, ce que recherchent nos clients. Donc là-dessus, les gens vont faire des efforts, les sociétés vont faire des efforts sur les salaires. Donc on parle effectivement de tout ce qui est back-end, de data science, qui ont déjà été évoqués, et sur les métiers plus spécifiquement dans le métier média, tout ce qui est programmatique, même si l'inflation est moins forte qu'elle pouvait être il y a 2-3 ans, parce qu'il y a un pool de candidats qui est devenu de plus en plus large, toujours sur le search, que ce soit un paid search ou un SEO, ça reste une valeur, surtout sur des profils seniors qui sont très demandés et sur lesquels il y a une très forte tension. Et ensuite, tous les sujets de performance et un nouveau sujet qui est en train de se lancer, tout ce qui est e-commerce, e-retail et référencement Amazon. Merci Laurence. Olivier,
Oui. Ta vision sur justement les métiers du digital les plus en tension et ta vision est assez intéressante parce que tu as créé une société de conseil il y a très peu de temps qui connaît un accroissement, j'allais dire en termes de chiffre d'affaires et donc en effectif assez important. Ouais. Tu vas nous citer les chiffres, mais de ta propre expérience justement dans cette gestion de la croissance des effectifs, c'est quoi tes observations en termes de tension, en termes d'inflation de salaire chez certains métiers, sur certains métiers? Effectivement, on a créé Cetermills, qui est un cabinet de conseil en stratégie nouvelle génération, hein, où on intègre le conseil en stratégie et l'expertise. Je ne vais pas être innovant par rapport à mes camarades sur le plateau. Je vais juste vouloir remonter d'un cran. En fait, le sujet, c'est un sujet d'expertise. À un moment donné, c'est quelque chose qu'on observe depuis 20 ans, ou 30 depuis que l'informatique est arrivée. Il y a des datas à tous les étages dans les entreprises. C'est un sujet transformationnel et il faut pouvoir les traiter, les opérer et les activer. Donc tous les métiers techniques d'ingénieurs, data science, dev, front, back sont très très demandés. Tous les métiers sur l'activation, Iman le citait. C'est une conséquence assez logique de la technologisation massive des entreprises. Donc l'activation s'automatise, donc il faut pouvoir l'opérer, ça demande des compétences de spécialistes. La question qu'on pourrait se poser, c'est les métiers qui sont en feu aujourd'hui extrêmement demandés. Est-ce que ce seront les mêmes dans 2 ans? La réponse est évidemment non. Ça va évoluer. Merci pour ton observation. La question suivante, justement, sur ces fameux métiers en feu, puisque effectivement, on peut parler d'inflation à 2 chiffres. Et d'ailleurs, comment expliquer l'écart des hausses à 2 chiffres dans le digital et une moyenne des hausses constatées sur l'ensemble des salariés en France ou dans le monde qui est minime? Je le disais en introduction, mais certainement, Isabelle, que tu vas nous rappeler ces chiffres. Comment on peut expliquer ces écarts entre, j'allais dire entre guillemets, le monde réel et le monde qui travaille sur le virtuel? Isabelle? C'est principalement une affaire de pénurie. Effectivement, il y a une inadéquation qui est récurrente sur des nombreux postes et qui bouge de poste en poste entre les postes à pourvoir et les compétences et les profils disponibles. Donc forcément, ça joue en faveur d'une inflation des salaires. Le deuxième sujet qui peut expliquer cette inflation à 2 chiffres, c'est aussi tout ce qui est obsolescence accélérée des compétences, qui est particulièrement vrai dans le digital. Une compétence, c'est le CDE qui le dit, avait une durée de vie de 40 ans dans les années 70. Aujourd'hui, une compétence technique, je parle vraiment de savoir-faire, va avoir une durée de vie de 12 à 18 mois. Dans le monde du digital, 12 à 18 mois, surtout. Ouais. Et il y a des compétences, notamment, on parlait de programmatique tout à l'heure, ou de search, il y a des compétences qui ont une volatilité parfois à 6 mois. Donc forcément, ça renforce aussi la problématique d'inflation salariale, parce que quand vous allez chercher une compétence qui est rare, quand vous allez chercher un profil de spécialiste, plus c'est rare, plus c'est volatile, et forcément, plus à un moment, ça devient cher. Merci Isabelle. Iman. Alors, il y a 2 sujets. Il y a d'abord les cadres, d'un côté, et puis il y a le reste de la population active. Ouais. Les écarts déjà d'évolution de salaire entre ces 2 mondes, elles sont énormes. C'est-à-dire que sur les cadres, on a je crois un chômage de un peu plus de 3%, donc ça veut dire le plein emploi des cadres, tous métiers confondus, ce qui n'est pas vrai sur les autres métiers non cadres. D'accord. Donc quand on fait des baromètres et des études sur les salaires, on englobe tout le monde. Donc il y a des salaires qui ne bougent pas, et puis il y a des salaires qui augmentent. Les salaires des cadres augmentent plus que les salaires habituels. Donc il y a déjà ça. Et le deuxième sujet, c'est dans les cadres, des cadres dont les métiers sont complètement en train de disparaître. Et puis il y a des cadres qui réémergent. Le contrôle de gestion, on a vu une flambée des salaires sur les métiers du contrôle de gestion. C'est inattendu, donc c'est super pour eux. Et ça, c'est pas des métiers en pénurie, les contrôleurs de gestion. Donc, et puis il y a les métiers du digital. Les métiers du digital sont en pénurie depuis le début, parce que les compétences, elles se fabriquent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et puis il y a, je dirais, un peu une erreur de recrutement qui est souvent
exagéré, c'est-à-dire qu'un client veut une compétence X à un moment X, et il y a des compétences connexes qui sont complètement transférables ou qui permettent à la personne d'être opérationnelle très vite sur une autre technologie, sur un autre outil. Mais ça voudrait encore que les gens qui recrutent comprennent les technos, les outils, les sujets, les proximités entre les uns et les autres. Quand vous avez un client qui vous dit « Non, mais je veux absolument qu'il ait utilisé la plateforme X ou Y », non, mais c'est pas grave, il a utilisé la plateforme Z, elle est beaucoup plus complexe, donc qui peut le plus, peut le moins, il pourra... Ah non, 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 il faut absolument qu'il ait utilisé. Bon, bah, là, on crée de la pénurie soi-même, hein, et clairement, on se crée soi-même son inflation de salaire en étant à la recherche de compétences extrêmement précises. Et je peux vous dire, nous, on recrute pour énormément de clients. On passe un temps fou à essayer d'expliquer à nos clients la proximité entre les technologies. Les compétences, ce n'est pas la compétence sur un outil, la compétence, c'est être capable d'acquérir et de développer sur une autre technologie. Il y a un truc que je veux ajouter. Mais vas-y. C'est que nous, ce qu'on cherche quand on recrute des gens dans le digital, c'est des gens qui sont capables d'apprendre, qui savent apprendre, qui savent tester, utiliser. Les outils changent, enfin l'outil star hier devient obsolète demain. Donc rechercher quelqu'un qui a une compétence précise sur un outil précis, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est des gens qui sont capables d'apprendre, et on mesure ça quand on évalue des candidats, des gens qui sont capables de se remettre en cause, d'aller tester des outils, d'aller tester des solutions, de se renseigner, d'être dehors, de regarder ce qui se passe autour d'eux et pas d'être en vertical. Et je peux vous dire que quand on a ces talents-là, avec cette soft skill-là, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est sûr qu'avec une obsolescence des compétences qui est passée de 40 ans à 12 à 2 ans, 12 mois à 2 ans, effectivement, il vaut mieux être curieux. Merci Iman pour ces précisions. Laurence, justement, toi, quelle est ton analyse sur cet écart de hausse à 2 chiffres dans le digital comparé à la moyenne des hausses constatées en France et à l'international? Déjà, je pense qu'il faut regarder les statistiques, c'est bien, mais il faut aussi regarder le contexte. On parlait de la data science, c'était un métier qui n'existait pas il y a 5 ou 7 ans. Donc forcément, on a recruté des gens basés soit sur une capacité à apprendre ou des profils qui vont être relativement jeunes. Donc la base de départ est relativement faible au final. Donc 55%, c'est aussi parce que c'est pas seulement parce qu'il y a une tension sur les salaires, mais c'est aussi que là où un data scientist expérimenté il y a 5 ans avait 2 ans d'expérience, maintenant quelqu'un d'expérimenté en a 6. Donc c'est plus le même profil aussi, c'est plus la même expérience. Donc c'est aussi ce qui va expliquer la tension. Ensuite, on a parlé de tension par rapport au salaire. La plupart des métiers du digital sont des cadres, donc sur lesquels il y a une tension qui aussi naturellement est plus forte. Et géographiquement, la plupart du recrutement se fait, et en particulier en France, sur Paris et sur sa région. Donc ce qui va créer une tension en plus. Donc on multiplie les phénomènes pour créer des niches et sur lesquelles c'est l'offre et la demande. L'offre est plus faible que la demande des annonceurs, des agences. Et je pense qu'il faut le remettre dans ce contexte géographique. Et ensuite, pour mettre en perspective par rapport à des problématiques plus internationales, on est en tension en France, mais il y a des pays où la tension est encore plus forte. Tu penses auquel, par exemple? Alors, les États-Unis, sur lequel, là, on est sur un plein emploi total, voire je crois qu'il y a 3 millions de postes à pourvoir aux États-Unis. Si vous allez à New York, vous êtes une agence média, vous êtes en compétition avec Google, avec Facebook, avec des adtech qui sont backés par des venture capitalistes qui apportent des milliards. Là, il y a une tension colossale avec un prix de la vie qui est juste énorme. Donc, il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni, malgré le Brexit sur lequel tous les métiers des médias et du digital sont en déni du Brexit, là où la finance est en train de le préparer, pas du tout sur le média et le digital. Ça va peut-être faire mal, ça. Depuis hier, ça fait très mal. Moi qui suis à moitié anglais, ça fait très très mal. Donc, il y a effectivement le Royaume-Uni aussi. Et en dernier territoire, c'est la Suisse, par exemple. La Suisse, alors c'est un coût de la vie qui est extrêmement élevé, avec des profils qui sont très rares, et qui doit être un des pays les plus chers avec l'Australie pour trouver des profils digitaux. Merci Laurence pour ces précisions. Alors Olivier, ton observation? C'est juste une observation complémentaire. Je crois qu'on est juste en train de parler d'offre et de demande. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rajouter un point qui me paraît important, c'est le sujet du mindset.
quel type de candidat, pour faire quoi, et qu'on soit cadre ou pas cadre, effectivement, la curiosité et l'envie d'apprendre sont aujourd'hui des prérequis à tous les étages de la fusée. Et du coup, je rebondis sur un sujet qui me paraît fondamental, qui est celui de la formation. Et ou de la culturation. La formation, ça englobe quelle typologie d'école pour former à quoi, sur des métiers qui sont embryonnaires, qui n'existaient pas il y a encore 6 mois et plein d'autres qui arrivent. Et ce qui constitue notre quotidien chez nos clients, c'est exactement le même sujet. Comment est-ce qu'on embarque l'ensemble de l'industrie, et notamment chez le client, pour leur expliquer que le mot data scientist n'est pas une définition simple et unique. Comment est-ce que... Et tout ça, ça s'accompagne. On ne peut pas reprocher à des industries qui sont en train de se réinventer complètement, de ne pas être hands-on et complètement clair sur des métiers qui sont en train d'être fabriqués et en train d'être inventés. Merci Olivier. Alors justement, puisqu'on parle d'offres et de demande, hein, c'était le terme que tu expliquais tout à l'heure, rien de nouveau sous le soleil, certes, mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas parler d'une chose de changement de rapport de force dans le process de recrutement entre recruteurs et potentiels recrutés? J'allais même dire, est-ce que le mot candidat n'a pas changé de camp? Je laisse d'abord les cabinets ici représentés s'exprimer, et ensuite Laurence et Olivier, je vous laisse la parole. Moi, Isabelle. C'est pas une question de rapport de force. Moi, c'est pas une question de diva non plus. Objectivement, le candidat reste toujours un candidat. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand nous, on pratique une chasse, le cabinet, il va driver le début en sélectionnant des profils, des talents, les rencontrant, les clients, le milieu en choisissant le ou le talent qu'il veut onboarder. Mais à la fin, c'est le candidat qui va driver la fin et qui va faire le choix de venir ou de ne pas venir. Je ne pense pas que ce rapport-là, il s'inverse. C'est un compagnonnage. Par contre, ce qui change, c'est une question d'agilité. Il faut aller beaucoup plus vite quand on veut saisir un vrai talent et l'onboarder dans ses équipes. Il faut être beaucoup plus rapide. Et moi, ce que je vois chez les clients, c'est que des clients qui avaient des process de décision extrêmement longs, parfois de plusieurs mois, ça, c'est plus possible parce qu'on a juste de l'évaporation de candidats en cours de route quand on n'est pas extrêmement agile. Donc, c'est surtout ça, moi, que je vois plus qu'une inversion du rapport, qui d'ailleurs n'est pas forcément un rapport de force. Il faut que je vende le truc. Merci Isabelle. Iman. Évidemment, je suis d'accord avec Isabelle. Le recrutement, c'est une rencontre. Donc c'est une rencontre, c'est deux parties qui doivent se rencontrer et qui à un moment ont envie vraiment de partir ensemble sur le même projet. La durée du recrutement est super importante, mais il y a une dimension de motivation. Avant, on demandait au candidat de démontrer sa motivation pour le poste pendant le process de recrutement et puis d'être motivé, d'être proactif dans le process. On ne demandait jamais à l'entreprise de démontrer sa motivation et de vendre ses postes, de donner envie, etc. Ça, c'est une donne qui, depuis quelques années, a complètement changé. Et c'est pour ça que le process de recrutement long où l'entreprise prend son temps, multiplie les étapes, les souhaits de rencontre, et j'ajoute quelqu'un dans le process, le candidat qui est en face, il dit « ouais, mais ils ne sont pas motivés, ils n'ont pas envie. S'ils avaient envie, il y a longtemps qu'on aurait avancé. Donc, je ne les considère pas assez motivés par ma candidature et je me retire du process. » Et ça peut arriver. Donc, c'est une logique de « oui, on se rencontre, on a envie, mais l'envie, elle doit être la même des deux côtés et elle doit être démontrée des deux côtés. » Ça a vraiment changé. D'autre part, il y a un truc qui a fondamentalement bouleversé les entreprises, moi, je trouve, c'est la marque. Hier, les candidats, ils venaient sur une marque un peu prestigieuse, un peu glamour. Ils acceptaient de faire un process qui durait 3 ou 4 mois, avec les étoiles dans les yeux pendant tout le temps. J'ai recruté pour Canal il y a quelques années. Canal, c'était horrible parce que le process durait 6 mois, 8 mois. Et à la fin, le président de Canal rencontrait le candidat qui allait être programme manager sur je ne sais pas quoi. Donc, et j'étais extrêmement surprise, parce que c'est des candidats techniques complexes, et les candidats, ils restaient hyper motivés dans un process de 8 mois, quoi. Enfin, moi, ça m'hallucinait déjà.
C'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai discuté avec des recruteurs d'une maison de luxe qui me disaient « je ne comprends pas, personne ne répond à nos annonces sur des profils digitaux, etc. » Alors que quand on est en com ou en machin, on ne passe plus d'annonces parce qu'on n'arrive pas à trier les candidatures. Et je dis « oui, mais ce qui les intéresse, c'est plus ce qui intéressait les candidats différents. Aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est le projet, c'est l'équipe, c'est l'innovation, c'est le challenge. Et ils ne sont pas convaincus que dans une marque de luxe, ils auront tout... » C'est pas forcément vrai, hein. Il y a des marques de luxe qui sont hyper innovantes et qui proposent énormément de choses, mais les candidats n'ont pas forcément vu ça et c'est pas ce qui est communiqué par les marques de luxe. Donc la motivation des candidats n'est plus drivée par les mêmes critères. Avant, vous étiez une belle marque, vous mettiez votre logo, vous faisiez une annonce à la va-vite et vous aviez quand même 2000 candidatures. Aujourd'hui, si vous voulez attirer les candidats, il faut leur parler vraiment du contenu, il faut leur raconter une histoire, il faut leur donner des insights sérieux, réels, pour leur donner envie de lever la main en disant « Ah, ça peut m'intéresser ». Donc ça a vraiment changé. Merci Iman. Laurence, ta vision sur justement peut-être cette inversion, je parlais de rapport de force, ok c'est too much, mais je le reprends quand même. Alors pour avoir fait un recrutement avec Isabelle, je peux qu'adhérer à sa façon de travailler. Et j'abonde complètement dans ce qui a pu être dit avant, parce que je pense que sur des profils capés, c'est un rapport de séduction mutuelle qui se met en place en fait. Et c'est assez spécial. On a l'entremetteur qui est le chasseur. Et on sait qu'on veut attirer un certain nombre de profils. Au final, la sélection se fait relativement vite. Mais il faut le motiver, le candidat, par le projet, par la vision de l'entreprise, et s'assurer que ça reste la bonne personne. Et c'est un peu la difficulté qu'on va avoir. C'est-à-dire quand on commence à se mettre dans le rapport de séduction, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même certains critères qu'on va rechercher et que peut-être que cette personne qui était sur le papier très très bien ou qui a été très bien mise en avant, finalement sur cette capacité à apprendre, elle est peut-être moins adaptée. Donc je pense qu'il faut réussir à rester dans ce rapport de séduction, mais pas tomber complètement dans « je veux cette personne », mais aussi rester vigilant sur la capacité. Et je pense que c'est là où les cabinets sont importants. Et ensuite, par rapport, et je vais prendre sciemment la notion de rapport de force, sur des profils moins capés, le rapport de force et les outils qui sont disponibles font quand même évoluer la donne. Vous cherchez un profil généraliste digital qui n'a pas cette expertise spécialisée dont on a parlé initialement, vous postez sur LinkedIn, il y a 2000 personnes qui vous répondent. Et la difficulté, et je pense que c'est là où la chasse interne ou externe reste hyper important, c'est des gens qui sont capables de faire un travail de curation sur ce type de profil. Parce que, au final, qu'est-ce qu'on retrouve ? Et on le voit, si vous êtes côté candidat, vous le verrez régulièrement, une offre est postée sur LinkedIn, vous y répondez, il y a tellement de profils qui apparaissent et les outils LinkedIn sont censés aider, mais en fait, ils n'aident pas tellement. Message passé. Tu sais que LinkedIn est le diffuseur principal de cette émission. Non, mais je l'aurais déjà dit. C'est-à-dire, en fait, ça permet à répondre dans des cases. Sauf que sur les profils du digital, on cherche justement des choses qui ne sortent pas, qui ne rentrent pas dans les cases, parce que ce qu'on va rechercher, c'est cette capacité d'apprendre. Et ça, c'est quand même difficile de le voir dans des cases et dans un profil. Et donc, on voit cette annonce sur LinkedIn. Les gens y répondent. Vous voyez au bout d'un moment, au bout de 24 heures, que plus de 200 personnes ont répondu. Et ensuite, vous revoyez cette même annonce, et on est sur du littéral, par un chasseur. Ouais. Donc c'est preuve que, voilà, il y a quand même cette disponibilité des profils, mais il y a le rôle qu'on va avoir, la chasse interne ou la chasse externe, pour s'assurer de curater les meilleurs profils. Merci Laurence pour ces précisions. Je sais que cette question t'a fait beaucoup réagir, Olivier. Et tu trépignes depuis tout à l'heure pour y répondre, je le sais. Je suis assez à ma place. Non, elle me fait réagir parce que j'ai pas envie de parler de rapport de force. J'ai envie de parler d'adaptation et dans tout ce qui a été dit là, il y a deux mots qui résonnent. C'est celui de la temporalité, c'est celui de l'intérêt. Aujourd'hui, les candidats, ils ne font que vivre avec leur temps, avec une immédiateté absolue.
grâce au mobile, grâce aux applis, grâce aux réseaux sociaux, etc. etc. Et je pense que c'est à l'entreprise qui recrute de s'adapter et pas l'inverse. Et du coup, effectivement, le sujet de temporalité arrive. On ne peut pas avoir besoin de recruter des métiers très spécifiques, très particuliers et ou en devenir et prendre 6 mois pour leur répondre. Donc ça, c'est la partie temporalité. Et le deuxième mot qui était celui de l'intérêt, je pense effectivement que la recherche des candidats aujourd'hui, c'est celle de l'accompagnement, de la formation, du sens, et on aura probablement l'occasion d'en reparler. Mais quelle est ma capacité en tant que marque de susciter l'intérêt et donc l'adhésion, non plus à une marque, un produit ou un service, mais à un projet ou à un enjeu. Donc voilà, c'est pour ça que je trépignais. Et on en arrive, parce que là c'est moi qui trépigne, pour cette dernière question qui me paraît essentielle, et notamment... Tu l'as évoqué, ce mot, le mot sens, en toile de fond, cette fameuse quête de sens que l'on ressent de plus en plus dans cette jeune génération. On parle de salaire souvent pour fidéliser les collaborateurs, mais est-ce qu'il n'existe pas d'autres éléments pour fidéliser les collaborateurs au-delà du salaire, et notamment quand on est une start-up et qu'on n'est pas forcément aussi outillé financièrement parlant que de grandes entreprises, comment on fait ? Heureusement, Isabelle. Il existe d'autres éléments. On a fait avec l'IAB, qui est une association de l'interprofession qui se trouve sur le marché du digital, une étude sur le sujet l'année dernière, que je cite parce que Aravati comme Colibri Talent ont travaillé sur ce projet, qui est une étude qu'on a menée auprès des managers, des DG, des DRH, justement pour identifier en dehors du salaire qu'est-ce qui permettait de bien recruter et de bien fidéliser un collaborateur. Et ce qui sortait en premier à 66% sur les répondants, c'était en fait les perspectives de carrière, la façon dont on pouvait proposer à un candidat ou à un collaborateur d'avoir un vrai parcours dans l'entreprise. Le deuxième point, c'était de l'associer à la stratégie. Donc effectivement, on en revient à la caisse de sens de comment ça sortait à 63%, le fait d'associer les collaborateurs au cheminement de la boîte et à sa trajectoire. Et après, vous avez les usual suspects de bien former les managers, un beau cadre de travail, mais qui arrivent beaucoup plus loin, qui font une petite moitié. Donc le sujet, c'est pas le baby-foot, le fat boy et la super déco, c'est vraiment... Message aux happiness officers qui nous écoutent. C'est pas que ça, c'est vraiment beaucoup plus, voilà, proposer une carrière, une évolution et associer à la trajectoire de l'entreprise. Merci Isabelle. Iman. Nous, ce qu'on voit, ce qui permet, quand on chasse, les candidats qui acceptent d'être rencontrés, c'est-à-dire on les chasse, on les appelle, on dit « Ah ouais, je viens vous voir, etc. » Une des premières questions qu'on va se poser et qui est fondamentale, c'est « Pourquoi vous avez envie de changer ? Qu'est-ce qui se passe dans votre expérience actuelle qui vous donne envie de regarder le marché ?» C'est une question qu'on va poser et qui est stratégique parce qu'on va savoir si on va vraiment aller au bout avec ce candidat, s'il y a une vraie démarche de changement ou si c'est plutôt opportuniste. Donc, et là, quand on questionne les candidats sur cet aspect-là, on a des réponses qui sont... c'est rarement le salaire qui arrive en première position. Donc ce qui leur donne envie de partir, c'est le manque de considération de leur management, c'est le manque d'écoute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont vraiment le sentiment d'avoir énormément contribué sur un sujet, ils sont hyper successful, etc. Mais ils sont tellement successful qu'on ne veut pas les changer de job et qu'on ne veut rien leur donner d'autre parce que le client les adore et qu'il faut qu'ils restent là, etc. Donc, du coup, ça, c'est un des vrais motifs de départ. C'est historique. On n'a pas attendu la pénurie liée au digital pour avoir cette motivation de départ-là. Donc elle est vraiment pas prise en compte au niveau des managers. Donc c'est la qualité du management, c'est l'incompatibilité d'humeur avec un manager, c'est anecdotique. Ouais. Ce qui est réel, c'est on se comprend pas, on se parle pas, je sais pas où on va, j'ai pas de vision, je comprends pas la stratégie, elle est pas partagée avec moi. Et ça, c'est vraiment, donc comme c'est une des premières raisons de départ d'un collaborateur, je pense que c'est le premier axe de rétention. Ceux qui nous répondent qu'ils veulent pas bouger, c'est des gens qui sont extrêmement associés à, qui partagent la vision de la boîte, qui sont reconnus,
soutenus, qui sont accompagnés dans leurs projets, qui sont pris en compte en termes de développement de leurs compétences. Quelqu'un qui vous dit aujourd'hui j'ai envie d'aller plutôt sur le métier de je ne sais pas quoi, qui est un métier connexe à celui qu'il fait aujourd'hui et qui est accompagné par sa boîte pour bouger. Et je pense que chez vous, c'est un des axes de rétention fort. Et ben là, vous avez du mal à le faire venir au cabinet pour lui parler d'une autre opportunité. Donc je pense qu'il y a quelque chose vraiment à creuser là-dessus. Il y a quelque chose de nouveau. Depuis quelques années, on le vit avec Isabelle. Les candidats qui vont au bout du process, qui donnent leur démission et qui sont rattrapés par leurs entreprises. Rattraper comment? Rattraper, alors en général, comme c'est en dernière limite, c'est salaire. J'ai vu des 1 mois de congé gratuit. Et tiens, tout à l'heure, tu disais... un mois, c'est cadeau, je suis désolé, mais là, on est proche de la diva et du divo, là, quand même, dans le... C'est pas le candidat, c'est l'entreprise. Oui, non, mais... C'est l'entreprise, c'est pas le candidat. C'est le candidat qui avoue son impuissance, c'est l'entreprise qui avoue son impuissance, à un moment donné, à ne pas avoir réussi à gérer correctement son collaborateur et qu'il rattrape par les cheveux derrière. Ouais. Ça marche pas longtemps. Moi, en général, les expériences qu'on a, c'est qu'on revoit le candidat 6 mois, 1 an après, dans les mêmes conditions de volonté de sortir. Merci, Iman. Laurence. J'allais dire, c'est un sujet de considération, en fait, au final. Alors, il y a un élément... Il faut être humain, quoi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de nous prendre pour des pions. Enfin, je dis arrêter de nous prendre. Je ne suis plus salarié aujourd'hui. Et oui, pas mal d'années. Mais c'est vrai que cette notion d'avoir l'impression d'être un peu pris pour un pion et de ne pas être considéré, et puis qu'en gros, on me considère plus comme un élément de l'échiquier, pas forcément comme un élément participant au progrès de l'entreprise, c'est quand même un élément... Enfin, c'est un point important. Là, ce ne sont pas que des compétences, ce sont des personnes avec des compétences actuelles, des compétences à venir, des compétences en développement. Et ce que l'entreprise ou les managers... C'est plutôt le manager, le N+1, qui est souvent un peu, je ne veux pas lui jeter la pierre parce qu'il est dans des problématiques aussi assez complexes de changement, de transformation avec une hiérarchie un peu traditionnelle, des collaborateurs avec des attentes différentes. Donc tout ça est un gros sujet. En revanche, le fait de considérer le candidat comme une compétence à un moment donné, point, c'est ce qui fait qu'on les perd. C'est-à-dire si on regarde le candidat comme quelqu'un qui a un potentiel d'évolution, d'apporter, de bouger, c'est ce qu'ils veulent. On le voit avec le développement des missions, avec le développement des gens qui quittent des postes stratégiques chez des annonceurs, et pas que les jeunes. Nous, on le voit avec notre activité de management de transition. On voit des candidats assez capés qui disent aujourd'hui, je quitte l'entreprise et je ne veux bosser qu'en mission. Je veux travailler sur des sujets que je choisis, et je choisis la durée sur lesquels je travaille sur ces projets, et après je veux faire autre chose. Le run, c'est plus pour moi, etc. Et donc, c'est pas que générationnel, c'est, je pense, un vrai mouvement, et les gens ont envie d'être considérés comme des compétences complètes, quoi, avec du potentiel. Merci, Imen. Excuse-moi, Laurence, je t'ai interrompu. Pardon, c'est bon. Non, c'est moi. C'est que j'ai relancé la considération, c'est que ça intéressait les gens, tu vois, donc ça marche. Voilà, donc je te reconsidère. Et l'autre, c'est la confiance. Oui. C'est vrai. Et la confiance, elle passe parce qu'on est en train de faire vraiment évoluer les choses. On demande à nos collaborateurs, au sens le plus noble possible, les gens avec qui on travaille, d'oublier et de faire, d'avoir une frontière beaucoup plus trouble entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Et on exige une disponibilité beaucoup plus forte qu'on pouvait avant. Avant, c'était... Surtout quand on est cadre, en plus. Bon, en Angleterre, on dit de 9h à 5h. En France, ça a toujours été un petit peu plus long et un peu plus... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que ça, c'est des vieux combats, en fait. Moi, je pense qu'on... Ah non, moi, je dis qu'il faut continuer dans cette vie-là. Justement, je pense qu'on atteint la notion... tu parlais de trust, moi, j'ai envie de parler d'engagement. Le sujet, c'est pas forcément de faire une intrusion dans la vie perso des collaborateurs de 21h à 2h du mat. C'est contre-productif pour eux, pour l'entreprise et pour les clients. Mais c'est certainement ce que décrit Laurence, une réalité dans certaines entreprises. Peut-être pas chez toi,
puisque tu es contre. Mais c'est une réalité que l'on peut constater avec les nouvelles technologies notamment. C'est comment est-ce qu'on maintient un engagement sans faille à des heures normales de travail. J'ai plutôt envie de parler de ça. En tout cas, chez Cetermil, c'est ce qu'on revendique. Il n'y a pas de charrette chez nous. Les collaborateurs rentrent chez eux très largement avant le dîner. En revanche, quand ils sont au bureau chez les clients, ils ont un engagement absolu et sans faille. Et je pense que ce contrat, ce qui est un contrat de confiance, c'est à cet endroit-là qu'il faut le mettre en place. Laurence, tu veux réagir ? Je pense que vous disiez la même chose. Ouais. Alors, pas tout à fait. tu as de la chance sur Cetermil de pouvoir faire. Moi, je fais un constat de ce que j'ai pu vivre, surtout dans les cadres de pitch et choses comme ça. Et c'était pour amener quelque chose d'autre. On leur demande, donc, et c'est... Voilà, tant mieux sur Cetermil si tu arrives à faire la part des choses. On a créé la boîte il y a 2 ans et demi, donc ça a permis d'avoir des bases pour fabriquer ça. Mais il y a eu une évolution de la loi, en particulier sur le télétravail. Et on se rend compte sur des profils capés, des gens qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour la boîte. À partir d'un certain moment, ils peuvent donner tout ce qu'ils veulent, mais de chez eux. Et ça, c'est quelque chose à prendre en considération. De plus en plus, les collaborateurs, si on leur donne la flexibilité et la confiance réciproque de pouvoir travailler de chez eux, c'est quelque chose qu'ils vont demander et qu'il faut leur accorder et sur lequel on a des gains en productivité qui sont phénoménaux sur certaines missions bien particulières. Et ensuite, quelque chose qui n'est pas encore adressé, c'est la mobilité géographique. Oui. Ce qu'on voit, c'est que les cadres, même si on est tous ici à Paris ou en région parisienne, il y en a 6 sur 10 qui veulent retourner ou qui veulent aller en région. Oui, il y a des villes stars, je pense à Montpellier, Bordeaux par exemple, Nantes, qui sont effectivement qui sont des villes un peu stars, où on voit des salaires même de l'ordre de 18% moins chers, 18 à 20% moins chers. Les gens y vont parce qu'ils y gagnent en qualité de vie, entre autres. Et je trouve qu'en France en particulier, on a tout intérêt à aller vers moins de centralisation. Ça commence dans d'autres pays qui étaient très centralisés comme le Royaume-Uni, ou Manchester par exemple, qui était il y a 20 ans une zone avec un chômage à 15-20%. WPP a ouvert un campus de 800 personnes, Havas a ouvert une antenne, Dentsu a ouvert une antenne, donc ça devient vraiment un vrai pôle d'attractivité et je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose en France parce que ça nous permettra de garder des talents qu'on n'avait pas forcément en capacité de garder et qui sortaient un peu du circuit des métiers du marketing et du métier des médias. Merci Laurence. Je rebondis juste sur la partie Isabelle. territoire. Et après, on passera au mot de la fin pour Olivier. Ce qu'on voit, je suis désolée, Olivier. Ce qu'on voit effectivement, c'est qu'effectivement, les territoires s'équipent. Le fait d'avoir, par exemple, Euratech à Lille, d'avoir à Saint-Omer un tiers-lieu qui va s'ouvrir le 15 novembre dans la gare, qui va permettre d'accueillir des gens qui souhaitent travailler différemment. Ça change aussi la géographie des métiers du digital et je pense que c'est super important. On est un territoire où il y a de moins en moins de zones blanches et plus il y aura ces tiers-lieux très ouverts et plus on pourra arriver à décentraliser le marché, ce qui est clé pour avoir une bonne employabilité partout. Merci Isabelle. Donc comme je le disais, le mot de la fin, pour toi. Grosse responsabilité. Énorme. Non, mais ta question c'était est-ce qu'il y a d'autres éléments que le salaire Exactement, tout à fait. Qui rentrent en ligne de compte. Nous, on a créé un cabinet de conseil il y a 2 ans et demi. On a recruté un peu plus d'une centaine de collaborateurs en 2 ans. Ouais, 2 ans et demi, un peu moins de 3 ans pendant cette période. Et du coup, on a dû, dès le premier jour, c'était ce que je disais tout à l'heure, réfléchir à la façon dont, sur un métier hyper tendu en termes de compétences, avec des salaires importants, comment est-ce qu'on les attire et comment est-ce qu'on les garde, comment est-ce qu'on les suit. Et du coup, on a créé l'entreprise sur un mantra qui est « Make data meaningful for people and business ». Donc là, on arrive sur la question de sens, le fameux meaningful ». Et il y a un deuxième mot qui est hyper important dans ce contexte, c'est le sujet de la perspective. Donc le sens, qu'est-ce que tu vas... Et en tâche de fond, la vision qu'on a, c'est qu'un candidat... en fait, il faut qu'on l'accompagne avant qu'il arrive chez Cetermil et jusqu'à après qu'il soit sorti de chez Cetermil. Donc, même la sortie, on l'accompagne. Mais bien sûr, parce que c'est original, c'est pas évident, parce que ça peut être vécu comme une trahison par certaines entreprises. Mais
en fait, faut pas employer des mots aussi forts. Je fais du contenu un candidat, maintenant. je sais pas combien de fois on a changé de job tous autour de cette table. On l'a pas fait pour trahir nos employeurs précédents, on l'a fait pour évoluer. Et on l'a fait pour évoluer dans un contexte où probablement il nous manquait des choses. Et du coup, la notion de perspective, elle arrive à cet endroit-là. On vient pour accompagner des projets qui ont du sens par rapport à un engagement professionnel qui prend du temps et donc qui est fort. En contrepartie, il faut qu'on soit accompagné, il faut qu'on soit formé tout au long de sa carrière dans l'entreprise. Et c'est là où nous, on dépense beaucoup de temps et beaucoup d'argent alors, dès le premier jour chez Setter-Mills, on a accueilli une promo de 10 personnes lundi, donc il y a 2 jours. Donc, on a un process d'onboarding qui va durer une semaine, où on va passer en revue tous les attributs du consultant au sein de l'entreprise. On va inscrire le consultant dans un process de formation continue ou de certification spécifique. On va pas faire tout le process maintenant. Non, mais ce que je comprends, c'est que tu accompagnes tes nouveaux collaborateurs au début et également éventuellement en sortie pour donner cette fameuse quête de sens. Ouais. Et il y a un autre point, moi, que je retiens, et en discutant également avec la jeune génération, puisque j'ai la chance d'avoir des enfants un peu grands, c'est que en fait, ils sont plus dans une notion de mission que dans une notion de carrière. C'est-à-dire que moi, si au bout d'un moment j'ai terminé, j'allais faire une analogie avec mon Lego, mais j'ai construit ma cité, ma smart city via Lego, je veux passer à autre chose. Et c'est un peu ce qui se passe dans la démarche intellectuelle de la jeune génération. C'est aussi le besoin des entreprises. Enfin, on parlait, le temps s'est accéléré, donc aujourd'hui, une entreprise n'a plus forcément besoin du même profil pendant 22 ans. On est d'accord. Il a besoin d'un profil spot sur 2 mois, 6 mois ou 18 mois, le temps d'un projet. Donc, et le marché du travail, donc celui des candidats, suit cette temporalité nouvelle au sein des grands groupes. Merci en tout cas. Merci. On a parlé salaire, on a parlé quête de sens, on a parlé de capacité à s'adapter du côté de l'entreprise comme du côté des candidats d'ailleurs. Bon, en tout cas, merci de nous avoir éclairé sur tout ça. Je pense d'abord aux étudiants qui nous regardent, ils sont très nombreux. Donc merci pour eux. Merci de nous apprendre aussi qu'il faut évoluer puisque c'est aussi ça le retour d'expérience que l'on peut avoir à travers ce thème. Donc merci à vous. Il y a des dizaines de postes ouverts, donc allez sur notre site et inscrivez-vous pour rentrer dans ces process de recrutement. Eh bien, c'est bien vendu. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de l'inflation des salaires dans le secteur de la publicité digitale. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. L'obsolescence des compétences était au siècle dernier de 40 ans. Aujourd'hui, l'obsolescence moyenne des compétences est entre 1 à 2 ans. 2. Fidéliser un collaborateur au-delà du salaire passe par de la considération, de l'écoute, de l'implication dans la stratégie de l'entreprise. 3. En plus du salaire, projet et quête de sens sont les 2 piliers de la motivation des jeunes diplômés et salariés. Merci à Orange Advertising et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme, traduction et sous-titrage par Upton Proud.